Bonsoir, au sommaire, une manifestation d'agriculteurs en colère, une manifestation à la médiathèque, une rencontre avec une éditrice installée dans l'ex-canton de Agenmo, du gospel à l'église, mais pour commencer, nous recevons Julien à la fenêtre. Bonsoir Julien. Bonsoir Pascal. Co-président de AIDC qui va nous parler d'une manifestation. Qu'est-ce que c'est ? Mais en fait, on a voulu profiter d'Octobre Rose pour mettre en place une journée en partenariat avec la OLI. C'est quelque chose qui au AGC nous tenait à cœur depuis quelques années, mais on ne savait pas trop comment le mettre en place. Donc là, on a profité du nouveau conseil d'administration du AGC, où il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés, qui ont des idées, on peut les amener jusqu'au bout, donc c'est très intéressant. Pour mettre en place donc, toute une journée plutôt sportive, donc samedi prochain, donc le 12 octobre, l'équipe 1 reçoit Frontignan, donc ça c'est pour le match qui a lieu à 20h. Et avant, on met en place, donc on aura une randonnée pédestre de 7 km, donc départ 15h, inscription sur place à partir de 14h30. Ensuite, à 17h, donc pour récupérer la randonnée, on fait un petit stretching et relaxation. Donc ça, c'est Albert Ossina qui met ça en place. Donc Albert qui est et à la fois joueur de l'équipe 1 et à la fois intervenant auprès de l'association Laoli. Le match à 20h. Et bien sûr, on va finir la soirée avec un bon repas. Repas avec une assiette crudité charcuterie, entrecôte frites, fromage, salade et un dessert rose. Vous avez l'idée de comment ça vous est venu de faire ça ? C'était un petit peu... Le but était d'aider déjà financièrement un peu la OLI, qui est une très belle association, qui apporte beaucoup de choses, qui est très importante. Et le but était de les aider un petit peu à mettre des choses en place. Donc juste une tombola sur un match, même plus gros qu'il soit, on trouvait que c'était un petit peu court. Donc on a profité cette année pour lancer une journée entière et essayer de rapporter le plus de choses possible pour les deux associations. C'est une très très belle idée. Et dis-moi alors comment on fait pour s'inscrire ? Tu as un numéro de téléphone qu'on va peut-être afficher, je ne sais pas. Pour s'inscrire, oui, il y aura un numéro de téléphone, une inscription pour la randonnée, principalement, on peut s'inscrire pour les repas. Au niveau du match, il n'y a pas spécialement besoin, la salle est grande. Bon. Tu peux nous donner une idée du prix, comment ça se passe ? Alors, au niveau du prix, donc on a fait un pack pour la journée entière. Donc la randonnée, le stretching, le match et le repas donc à 25 €. Mais il y a aussi moyen de différencier. Donc la randonnée, on a mis 5 €. Le match est une entrée normale, donc à 8 € et le repas, on l'a mis à 15 €. Est-ce que tu peux, Julien, nous rappeler la date, si tu veux bien, et le lieu, du coup, où il faut se retrouver ? Comment ça se passe ? Alors, c'est le samedi 12 octobre, donc samedi là, à partir de 15 h au complexe sportif Adozit. Génial. Bravo, merci beaucoup, Julien. De rien, merci. Mardi, les agriculteurs manifestaient leur mécontentement sur le rond-point de Lissandre. Effectivement, nous sommes ici pour manifester parce que les agriculteurs landais, mais en France, les agriculteurs français en ont marre de cet agribashing. On est en train de nous matraquer en nous disant qu'on va empoisonner tout le monde, on nous empêche de faire des bâtiments, on nous empêche tout, on ne peut plus rien faire. Il faut savoir que l'agriculture française, c'est l'agriculture la plus vertueuse du monde en 2018. Donc pourquoi nous attaquer à nous le jour où les agriculteurs français et landais, pour nous, ne seront plus là? Eh bien, ce que nous ne voulons pas, eh bien, on l'aura dans l'assiette. Et si ça continue comme ça, c'est pas dans 10 ans, ce sera bien plus près que ça, que les agriculteurs ne seront plus là pour vous donner des produits de qualité à manger. Est-ce que vous avez des cibles particulières? Quels sont ceux qui vous attaquent en particulier? De toute façon, les attaques, c'est le gouvernement qui nous met des contraintes supplémentaires. Aujourd'hui, on parle de zones de protection sous la pression de quelques ONG et de minorités en France. On veut nous contraindre à des protections autour des zones sensibles, des villages, tout ça. Sachez qu'aujourd'hui, on a des normes qui sont respectées, on a des produits respectés, on est contrôlé sur tous nos traitements. Il n'y a aucun risque. Donc c'est le gouvernement, mais aussi les riverains maintenant qui commencent par les réseaux sociaux, par tous les médias possibles, à nous mettre une pression énorme. Les agriculteurs en ont marre, on passe pour des tueurs, on est seulement des bons producteurs avec des produits de qualité.
Donc il faut arrêter ça et nous laisser faire et regarder ce que nous on fait quand on travaille. De toute façon, les agriculteurs eux-mêmes n'ont pas intérêt à s'empoisonner, je suppose. De toute façon, alors je ne vais pas rentrer là-dedans, mais les agriculteurs, c'est les premiers au milieu de leur culture, au milieu de leurs élevages. Il n'y a pas plus de cancer chez les agriculteurs que chez les autres populations. Je pourrais dire même qu'il y a peut-être moins de cancer chez les agriculteurs que chez les habitants des villes. Alors, on pense aux campagnes, pensons aux villes, pensons aux pollutions des villes, des usines, mais arrêtons de taper sur les agriculteurs. L'autonomie alimentaire en France, elle a toujours été et il faut qu'elle reste. Alors sauver ce qui est encore sauvable aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 2 novembre pour visiter l'exposition Le Nez en l'air, qui fait découvrir des aspects inattendus de notre ville. N'oubliez pas d'aller à la médiathèque. Et bonsoir à tous, bienvenue à la médiathèque. Donc nous sommes ravis d'accueillir l'exposition qu'a gentiment préparée Christian. Voilà, c'est une super expo avec des retours hyper positifs depuis le début de la semaine, puisque l'exposition est ouverte depuis mardi. Je pense que tu pourras en parler après, mais voilà, encore un grand merci d'avoir pensé à nous pour accueillir ton exposition. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Mais encore une fois, je suis très heureux de me retrouver ici dans ces lieux parce que j'y viens avec un grand plaisir dans la mesure où il y a toujours une expression culturelle du territoire. Et après la dernière rencontre que nous avons fait avec la Société de Bordeaux, qui a été aussi un élément très fort dans cette saison, je suis très heureux de me retrouver ici pour voir un petit peu le patrimoine agénocien. Les impressions en me conviant au travail pour les réglages techniques, les impressions en me conviant au travail pour les réglages techniques. Comme de coutume, lorsqu'une nouvelle activité se déploie sur le canton, nous tentons de la découvrir. C'est le cas aujourd'hui avec une éditrice. De maison, parce qu'on avait envie de faire plein de choses dedans. Et en fait, on a été très bien accueillis ici. C'est-à-dire que quand on est arrivé, on est venu au samedi. Bonjour, nous voilà aujourd'hui à Aubagnan. Et donc, on aimerait bien savoir ce que vous faites à Aubagnan, comment vous vous êtes installé et quelle est votre activité professionnelle. Voilà, donc, on est arrivé à Aubagnan il y a à peu près 4-5 ans, et arrivant d'Afrique et de Nouvelle-Calédonie, avec un désir de s'installer. Donc, on a pris un peu nos marques au début. Moi, j'écris donc depuis tout le temps. J'ai publié déjà 6 livres, je participe à des émissions en Afrique, Outre-mer, etc. J'écris des pièces de théâtre, des paroles de chansons, etc. Bon, pour des chanteurs, etc. Donc j'ai toujours eu cette activité artistique. Et je peignais, parce que ça fait quelque temps que je peigne plus, je faisais des expos. Donc vraiment Voilà. Et donc, cette partie-là de ma vie est très importante parce qu'elle m'a nourri, qu'elle fait ce que je suis. Mais aussi, j'ai l'expérience de l'écriture en tant qu'écrivain. Et j'ai aussi l'expérience de l'écriture en tant que critique. J'ai l'expérience de l'écriture en tant que participant à des émissions, par exemple, de radio ou de télé. Il me manquait le côté de l'édition. Je me suis auto-éditée aussi, quand j'étais surtout outre-mer. Et je connais beaucoup de monde dans l'édition. Et donc, vous avez monté votre... Au cours d'un salon, je me suis rendu compte que la plupart des auteurs auto-édités ou qui cherchaient un éditeur, en fait, ils dépensaient beaucoup d'argent pour faire les livres. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, quand on écrit, c'est de la création. On a besoin d'être à la fois créatif dans l'écriture, mais on a besoin de partager cette création.
Et comment partager cette création sans s'endetter, on n'est pas obligé d'avoir le prix Goncourt non plus. Mais c'est nécessaire pour aller plus loin. Et tous ces éléments ont fait que je me suis dit, je vais mettre mes capacités dans ce projet-là. C'est-à-dire aider les auteurs, quels qu'ils soient, à être créatifs, à vivre tant soit peu de leur création, et surtout à être heureux de créer, à continuer. Et alors comment vous avez fait là pour créer ça? C'est quand même... En fait, ça s'est fait vite, c'est-à-dire que j'étais en train d'écrire, donc j'allais éditer un livre, et puis auto-éditer, je m'étais dit je vais l'auto-éditer, puis je me suis dit on ne peut pas participer au grand concours par exemple, il y a certains salons qui nous sont interdits si on est auto-édité. Donc j'avais déjà un projet de faire ça, mais faire une maison d'édition pour moi-même, ça ne m'intéressait pas. Et le hasard a fait que ma sœur me dit, écoute, j'ai un manuscrit, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai un manuscrit, est-ce que je peux te le soumettre pour savoir ce que tu en penses? Et c'est là, ça s'est enclenché, je me suis dit, bah oui, voilà. Mais alors après, comment vous avez trouvé les auteurs? Comment vous avez fait connaître? C'est-à-dire, ça va vite, c'est-à-dire c'est le bouche à oreille. Bon, il y a aussi les réseaux sociaux qui font que c'est pas qu'on est connu, mais l'information circule beaucoup. Je fais aussi de la promotion. En faisant la promotion de mes auteurs, en fait, mes auteurs sont heureux. Donc, les personnes viennent me voir en me disant j'ai envie aussi d'être heureuse, quoi, ou heureux. Et alors, vous en avez édité combien Donc là, depuis le mois de mai... Donc, votre maison d'édition a commencé au mois de mai. Les éditions de l'Auguste ont été créées, effectivement, fin avril. Donc, en action, on va dire début mai. Le premier livre est sorti en début mai. Donc maintenant, on est en octobre. En octobre, donc, j'ai 10 auteurs édités. Et j'en ai 16 en attente. Donc, avec des manuscrits que je lis, qui m'ont été donnés. Je n'accepte pas. C'est ça, parce qu'il y a quand même, je suppose que vous avez des critères de qualité, peut-être des domaines que vous avez davantage envie d'éditer. Oui, en fait, je ne vais pas prendre systématiquement un manuscrit. Il faut que le manuscrit me plaise, il faut que le manuscrit on puisse en faire un livre. Voilà. Donc en fait, mes critères, ils vont être à la fois de l'esthétique, parce que j'édite aussi, par exemple, des livres d'art, parce que je suis passionnée d'art. La poésie, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'aime l'écriture poétique. Et puis j'aime les rencontres, les chemins de rencontre. C'est-à-dire que des personnes viennent, et souvent le premier roman ou le premier écrit, c'est ça. C'est quelqu'un qui va partager son bien-être, son mal-être, son chemin, ou qui veut dire quelque chose. Et la poésie aussi, ça en fait partie de tout ça. Et donc, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, vous aviez parlé d'une librairie virtuelle. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc la librairie de l'Auguste, qui existe déjà, qui est un peu la vitrine des éditions de l'Auguste, que j'ai créée parce que j'ai senti qu'il y avait un besoin pour diffuser, parce que la diffusion, c'est quand même une partie importante de... ce qui est important, c'est la protection des droits, le contrat, la diffusion. C'est ça qui va faire que l'auteur peut perdurer, être protégé et en même temps être diffusé. Et donc la librairie de l'Auguste, en fait j'ai fait comme si c'était une boutique en ligne, et ça devient la vitrine des éditions en même temps, puisqu'il y a la même chose dedans. Et là je suis en train de faire de nouveaux statuts pour pouvoir vendre aussi des livres qui ne soient pas des éditions de l'Auguste. Ah oui, édité par vous, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Parce que y a aussi une demande là, en fait. Moi, je ne pourrais pas éditer tout le monde. Il y a des personnes aussi qui sont éditées, auto-éditées, et qui ont du mal à diffuser leurs livres. Et donc, ces personnes-là pourraient profiter de votre Bien oui, parce qu'il y a la librairie, et en même temps, quand je vais faire les salons, je prendrai leurs livres. J'aurai un banc où j'aurai leurs livres. Serez-vous à Jaune la semaine prochaine? Oui, je serai à Jaune la semaine prochaine. J'aurai la chance d'avoir Humbert Rofino qui va venir présenter son livre les aventures de Jean-Baptiste Iriart, gentilhomme basque. Marion Fauché, La confiance en soi. Isabelle Larieux, qui est de Samadé et qui va présenter son livre Grandir en soi, qui est un livre magnifique.
Et donc je pense que j'aurai encore des livres qui vont sortir, que je vais présenter comme ça, mais est-ce qu'il y aura les auteurs? Je ne sais pas. Et on se retrouvera à Jaune. À Jaune, c'est une magnifique aventure en tout cas. Merci mille fois. Merci à vous. Vendredi dernier, le Secours populaire tenait son assemblée générale dans la salle Corisande. Merci monsieur, je voulais monsieur Boconnet qui est venu nous soutenir et monsieur Astley aussi qui est venu photo. Nous sommes réunis ce soir pour l'Assemblée générale du Secours populaire. Ce soir, elle s'appelle Congrès, puisque nous allons réélire le conseil d'administration. Nous sommes une 50aine de bénévoles et nous œuvrons pour essayer de donner de l'alimentation, mais aussi ouvrir à la culture et à l'ouverture vers le monde des personnes que nous aidons. Actuellement, nous avons 75 familles, ce qui fait à peu près 166 personnes. Une majorité de personnes seules, des enfants. Nous essayons de tourner un peu nos actions vers les enfants pour leur apporter de l'éducation. Cette année, nous avons aidé pour prendre des cours de natation. Nous pensons continuer dans ce sens. Nous avons aussi participé à la JOV, la journée des oubliés des vacances. Nous avons amené 56 bénévoles, accompagné 56 bénévoles à Walibi. Nous sommes allés au cirque pour Noël. Bon, c'est assez divers, voilà. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport aux années précédentes? Alors, au niveau des personnes aidées, oui. Oui. C'est une augmentation. Lorsque nous avons préparé le compte rendu avec Brigitte, elle me faisait remarquer justement que nous dépassons tout le temps cette année la barre des 70 familles, alors qu'autrefois ce n'était pas le cas. Et lorsque j'ai commencé, ça devait être en 2013, nous étions à 50 familles, ce qui fait un nombre de personnes croissant, bien sûr. Et avec toujours une majorité de femmes, de personnes seules, surtout des femmes d'ailleurs, et de familles monoparentales. Et nous continuons à essayer de mener tout au long de l'année dans notre comité, fidèle à la devise du Secours populaire, tout ce qui est humain est nôtre. Avant d'entamer la saison théâtrale, Chalos Tursan en scène proposait un concert de gospel vendredi soir à l'église de Hajedmo.
passé une excellente soirée avec ce groupe de gospel d'Inland qui n'était jamais venu à Jetmo et ils ont trouvé que l'ambiance était formidable, la sonorisation de l'église était parfaite. Donc pour eux, ça a été une super soirée, c'est pour ça qu'ils ont prolongé un peu plus que ce qu'ils avaient prévu à leur programme. On leur remercie et remercier le public qui nous est fidèle et qui est venu aussi pour le premier concert de gospel organisé par Chalon-sur-Saône. Premier derby du championnat samedi soir à Montségur. Coteau du L'Oeil recevait les voisins de Malaussane devant une salle copieusement garnie. Freddy Hufnagel a donné l'entre-deux. Merci beaucoup Freddy. Bon match à tous. On a mis du temps à faire la différence. On avait pris une belle longueur d'avance en première mi-temps. Et ils sont passés en zone et c'est un peu endormi sur la zone. On a remis un coup en deuxième mi-temps et après on a réussi à faire l'écart et une fois que l'écart était fait, c'était plus facile de dérouler. On s'en sort avec l'adresse de Fabien surtout. Mais ouais, collectivement, il va falloir faire encore mieux si on veut espérer quelque chose. Et il va falloir être peut-être encore plus dur si on veut gagner TBC, encore un derby la semaine prochaine. Bon, tout va bien, 3 matchs, 3 victoires. Faut que ça dure. C'est un bon début du championnat. Ouais, c'est bien. Que ça dure, mais bon, on va aller crescendo là. On sait qu'il y a les gros qui nous attendent, donc il faut aller gagner au TBC pour avoir plus sereinement les rencontres qui arrivent, mais c'est bien. On n'a pas de pété, on touche du bois, que ça dure. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Pensez à partager, pensez au pouce bleu. À la semaine prochaine.